Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie, un concept vraiment partout autour de nous, et les documents qu'on a étudiés, ils nous donnent pas mal d'angles intéressants. Oui, l'idée de base, c'est cette capacité à faire un travail, mesuré en joules. Mais les sources vont bien plus loin. C'est ça. Elle propose une sorte d'exploration, on va dire, des aspects essentiels. Absolument. Une exploration assez ciblée. Les différentes formes d'énergie, bien sûr, mais aussi d'où elle vient, avec la distinction renouvelable, non renouvelable, qui est clé. Exactement. Et puis, comment elle circule? Comment elle se transforme? On va essayer d'extraire les points vraiment importants de tout ça. Alors, allons-y. Pour commencer, les formes d'énergie. Les sources en identifient 6 principales. Rayonnantes, thermiques, atomiques ou nucléaires, chimiques, électriques et mécaniques. Voilà. Plutôt que de tout redéfinir, ce qui ressort, c'est comment elles interagissent, non? L'électricité, par exemple. Ah oui, l'électricité revient souvent. Elle apparaît comme un vecteur très pratique. On la produit à partir d'une source Hein. et on la reconvertit facilement pour l'usage final. Lumière, chaleur, mouvement. C'est ça. Et ça nous amène directement aux sources primaires. Alors là, on a la liste assez classique, fossiles, gaz, charbon, pétrole, Le nucléaire aussi. et puis tout le panel des renouvelables. Solaire, hydraulique, éolien, géothermie. Ce que les documents mettent bien en avant. Et sur ce point, les textes insistent vraiment sur la différence entre épuisable et renouvelable. C'est pas juste une liste. Non, non, c'est une distinction fondamentale pour la suite, pour la durabilité, quoi. Les fossiles et le nucléaire sont présentés comme limités par leurs réserves géologiques. Alors que les renouvelables, c'est plutôt une question de flux disponible, c'est ça, hein? Mhm. Le soleil qui brille, le vent qui souffle. Tout à fait. C'est une perspective essentielle qui teinte un peu toutes les analyses dans les documents sur les choix énergétiques. D'accord. Alors comment cette énergie bouge, comment elle change de forme? On parle de transfert et de conversion. Oui, ce sont deux concepts clés. Et l'exemple de la centrale hydroélectrique qui revient dans les notes est parfait pour ça. Ah oui, expliquez-nous un peu. Le transfert, c'est quoi exactement dans ce cas? Alors le transfert, c'est quand l'énergie passe d'un corps à un autre. Dans la centrale, l'eau en mouvement, elle a de l'énergie mécanique. Oui, et elle la donne à la turbine en la faisant tourner. Ça, c'est le transfert. Voilà. Et la conversion, c'est quand l'énergie change de forme. La turbine entraîne l'alternateur. Et là, l'alternateur transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. C'est la conversion. Exactement. Donc l'énergie change de main et elle change de nature aussi. Et le principe fondamental derrière tout ça, que les documents martèlent, c'est rien ne se perd. C'est ça? L'énergie totale, elle se conserve. Elle est soit convertie, soit transférée, mais jamais perdue. C'est vraiment la loi de base. La conservation de l'énergie. Ça s'applique partout, y compris pour l'énergie liée au mouvement, un autre point abordé. Oui, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors l'énergie cinétique, EC, c'est lié à la vitesse et à la masse, si j'ai bien suivi. C'est ça. Plus ça va vite et plus c'est lourd, plus il y en a. Et l'énergie potentielle de position, EP, elle dépend de l'altitude, de la hauteur. Et la somme des deux, EC plus EP, ça donne l'énergie mécanique. EM, voilà. EM égale EC plus EP. Et l'exemple du crash test dans les notes, il illustre bien ça, non? Comment l'énergie cinétique disparaît pas, mais Exactement, elle se transforme brutalement. Les documents expliquent bien, l'énergie cinétique du véhicule est convertie principalement en déformation. la tôle qui se froisse, quoi. Oui, ça absorbe une énorme partie de l'énergie. Et aussi en chaleur, à cause des frottements, de la déformation elle-même. C'est une illustration très très concrète de la conservation et de la conversion. Vu comme ça, c'est nettement plus clair. Il y a un dernier petit point à mentionner, c'est le lien entre puissance et énergie. Oui, rapidement. C'est juste pour rappeler que l'énergie qu'on consomme, E, ça dépend de la puissance de l'appareil, P, et du temps pendant lequel on l'utilise, T. La fameuse formule E égale P fois T. C'est ça. Et les sources mentionnent aussi qu'on utilise souvent le wattheure, WH, ou le kilowattheure, kWh, en plus du joule. Surtout pour les factures, c'est plus pratique. D'accord, avec la conversion, 1 watt égale 3600 joules. Bien noté. Voilà. Bon, alors, si on essaie de résumer ce qu'on a tiré de ces documents, l'énergie, elle a plein de visages. Elle vient de sources très diverses, renouvelables ou pas. Avec des conséquences différentes sur la durée. Et surtout, elle circule, elle se transforme tout le temps, mais elle disparaît jamais. C'est vraiment ça le fil rouge. Hmm. Le principe de conservation, il est partout, de la centrale électrique au crash test. Et pour finir,
peut-être une petite piste de réflexion issue de cette lecture. On voit bien les conversions dans une ampoule ou une centrale. Mais où est-ce qu'on pourrait observer ces transferts, ces conversions, de façon plus subtile autour de nous? Bonne question. Par exemple, quand un objet tombe et heurte le sol, son énergie cinétique se transforme. En bruit, en chaleur, en déformation du sol ou de l'objet, même si c'est minime? Exactement. C'est une invitation en fait à regarder le monde physique avec cette grille de lecture. Où va l'énergie? Comment elle se transforme? Même dans les chocs les plus simples. Une autre façon de voir les choses. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.